L'idéologie néolibérale mondialiste a détruit progressivement le bien commun. Les régulations du système ne sont plus faites pour que vous soyez en santé, elles sont faites pour majorer les profits des entreprises pharmaceutiques et des entreprises de la data. C'est le système qui est malade. Il y a besoin de beaucoup de douceur, beaucoup de patience, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance pour réussir à amener les gens à regarder en face ce qui est en train de se passer. Prenez soin des gens que vous aimez, mais prenez soin des gens que vous aimez pas et de ceux qui crient. C'est eux qui en ont le plus besoin au fond. Bonjour docteur Louis Fouché. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. Ça dépend des jours, mais ça va. Au Alors, global, c'est une bonne période. On découvre des gens très intéressants. Il y a des espèces de révélations sur le réel qui apparaissent. C'est pas mal, quoi. Je pense que les périodes difficiles sont là pour nous faire grandir. alors, je vais vous présenter rapidement pour nos auditeurs qui vous connaîtraient éventuellement pas. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Conception à Marseille et vous êtes aussi porte-parole du collectif Préinfo Covid qui rassemble des soignants, des médecins, des chercheurs, mais aussi des citoyens soucieux de proposer une politique sanitaire juste et proportionnée dans le cadre de la crise du Covid. Ouais, exactement. Ouais. Donc, je suis médecin à la Conception. Je clarifie quelque chose tout de suite parce que quand on passe dans les médias, on doit annoncer ses conflits d'intérêts. C'est important parce que ça a fait réaliser des gens que les autres l'annonçaient pas, le fait que je le fasse. Donc, moi, j'ai 450 € sur la base Transparence Santé. Et puis, je suis pas de conflit d'intérêt dans le Covid, en fait. J'ai fermé ma porte définitivement au laboratoire depuis 2 ans quand j'ai compris, en fait, les problématiques de ce qu'on appelle la corruption systémique. C'est un gros mot, en fait, pour dire que, on a un vrai problème, quoi. C'est Idriss Aberkane qui le dit comme ça. Il dit il y a 3 problèmes: la corruption, la corruption, la corruption. Donc bon, on pourra en reparler, quoi. Mais voilà. Et l'autre chose, vous avez dit que je suis porte-parole, mais récemment, on a fait évoluer notre vision des choses. Parce qu'un porte-parole, ça donne l'idée qu'on serait en train de crier dans le désert, qu'il y aurait personne en face, et que et en fait, les porte-paroles sont devenus progressivement des diplomates. Diplomates, ça veut dire des ambassadeurs, des gens qui sont en charge d'essayer de créer des ponts, d'ouvrir, de montrer un autre possible. Et moi, c'est mon rôle, en fait, avec une posture non violente, d'aller juste poser des questions, ouvrir des possibles et dire peut-être qu'il y a une autre interprétation du réel. Et je crois même dans ce qu'on fait, il y a un côté thérapeutique. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malades, en fait, qui sont traumatisés par le Covid, qui sont traumatisés par la politique sanitaire qui a été mise en place et qui a besoin de les aider à sortir de ça pour renouer avec le réel et avec une envie sur le monde d'après. Souvent, on parle de ce monde d'après, les gens, ils vont le subir, on va en reparler, mais il n'y a pas besoin de le subir. On peut le créer, en fait, à partir du fil rouge auquel on est tous accrochés. Je crois que l'immense majorité des gens, ils ont envie que les autres aillent bien, ils ont envie que on soit dans la paix, dans la joie, dans l'humour, dans l'aventure, dans la beauté, dans l'art. Donc, voilà, et la patience. Donc voilà, on peut peut-être essayer de faire ça, quoi. Il y a que quelques-uns qui veulent tout le pouvoir et tout l'argent. Mais l'immense majorité des gens, un peu de pouvoir, un peu d'argent, et ça va, quoi. Donc si on arrive à se réconcilier, et je crois que la fin des crises, c'est la réconciliation. C'est pas la guerre de tous contre tous, c'est un qui éradique l'autre ou qui l'écrase. Non, c'est la réconciliation. C'est de dire waouh, ok, on peut peut-être maintenant cheminer un petit bout de chemin ensemble. Donc ça, c'est ça qu'on essaie de faire avec Réinfo Covid. Effectivement, c'est un collectif qui commence à avoir une certaine importance. Au départ, vous l'avez dit, d'universitaires, de chercheurs, de scientifiques, mais on a aussi des artistes, parce qu'on pensait que la beauté était très importante. Puis on a aussi des gens qui viennent de toutes les franges de la société. Il y a des gens qui sont directeurs d'ARS, il y a des gens qui sont hauts fonctionnaires, des gens qui sont députés, il y a des gens qui sont dans la fonction publique, qui sont gendarmes, qui sont pompiers, il y a des gens qui sont militaires, il y a des gens qui sont dans la marine. Des gens qui sont dans la marine marchande. En gros, ça commence à être un collectif assez varié. Des gens qui sont journalistes même, croyez-le. Et, euh, et donc, c'est beau parce que ça veut dire que on est en train de refaire société à l'intérieur de la société et de proposer autre chose. Cette autre chose, c'est effectivement une politique sanitaire juste et proportionnée, vous l'avez dit. C'est d'essayer de sortir de la peur et de la colère pour aller vers la prudence et le courage. Donc, on cherche à aider à ça. Et on pense que pour sortir de la colère et de la peur, il faut revenir au réel. Il faut arrêter d'avoir une bulle d'imaginaire au-dessus de la tête qui nous guide tout le temps, mais revenir sur la réalité des choses. Et c'est pas si facile à trouver aujourd'hui la réalité, parce on nous bombarde de chiffres, on nous bombarde de nombres, on nous bombarde de courbes, on nous bombarde
d'images en permanence. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Ça devient difficile à trouver. On essaye au début, on voulait infléchir la politique sanitaire, et c'est pareil, maintenant on veut plus l'infléchir, on veut en proposer une autre. Et on pourra y revenir, mais une autre politique sanitaire, c'est de prendre soin de ceux qui sont fragiles, prendre soin de ceux qui sont à risque de faire des formes graves du Covid. Et prendre soin, ça veut dire faire des parcours patients, des filières de soins qui marchent bien. Pas leur dire paracétamol et bonne chance, on se revoit quand vous êtes en train de vous étouffer. Et après, s'étonner que les hôpitaux soient pleins ou les réanimations soient pleines. Non, il faut prendre ça bien en amont. Aujourd'hui encore, j'ai quelqu'un de mon service avec sa maman. Ça fait 10 jours qu'ils savent qu'elle est malade, alors qu'elle est diabétique, obèse, hypertendue. Et ça fait 10 jours que le généraliste, il dit, bon, bah, on verra, quoi. Ça, c'est pas correct, parce qu'en fait, on sait que cette personne-là, elle est à risque. Et ben voilà, à partir d'aujourd'hui, elle a commencé à avoir de l'oxygène. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'elle évolue vers la gravité, qu'elle n'a eu aucun traitement, alors même qu'on a des traitements qui marchent bien. Voilà, et le dernier et le premier, en fait, des raisons d'être de Réinfo Covid, c'est d'essayer de mettre en lien tous ceux qui veulent agir pour sortir de la peur, pour aller vers une politique sanitaire juste et proportionnée. Donc nous, on essaie de mettre des gens autour de la table, même s'ils sont pas d'accord sur certaines choses, quel que soit leur bord politique, on essaie d'oublier tout ça pour mettre dans une bannière qui est plus large, quoi. Qui est, bah non, on cherche le bien commun, on cherche à faire un commun à partir de tout ça et à oublier un peu ce qui nous sépare pour trouver plutôt ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, je crois que c'est de lutter contre une tentation totalitaire qu'a le pouvoir. On va peut-être en reparler un petit peu. Ouais, c'est une longue présentation. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation à Marseille, la situation sanitaire? Il y a une direction qui est comme des gens sur qui on aurait déjà tapé plusieurs fois, si vous voulez, la direction hospitalière et la direction médicale. Et je parle pas du tout pour eux, hein, je me fais l'écho simplement de ce qui se passe. Hein, je tiens bien à préciser, je parle pas pour mon institution, je parle en mon nom propre et en tant que diplomate de Réinfo Covid, mais voilà, je tiens à garder mon emploi et comme on n'est pas d'accord sur pas mal de trucs, je suis prudent. Mais on sent qu'ils sont fébriles en fait. Ils sont fébriles et la moindre secousse en fait dans le système, tout le monde est au 100 coups quoi. Tout le monde se met martel en tête. On dit c'est des vieilles expressions, hein, se mettre au 100 coups, se mettre martel en tête, se mettre la rate au courbouillon. Donc on sent qu'ils se mettent la rate au courbouillon assez facilement quoi, parce que ils ont plus beaucoup de ressources quoi. En termes de capacité d'adaptation et de stress interne. Et ça, c'est vrai, hein, même en médecine, quelqu'un qui a un stress prolongé, il s'essore les surrénales. Les surrénales, vous savez, c'est ces glandes qui sont juste au-dessus du rein et qui nous aident à réagir en situation de stress. Il y a un moment où elles sont essorées, quoi. C'est-à-dire, il y a plus rien, quoi. Il y a plus de jus, quoi, pour réagir à du stress. Donc là, probablement, notre direction, et les soignants, ils n'ont plus beaucoup de jus pour. Ce serait bien que ça change, quoi. Pour beaucoup de gens, c'est très difficile de palper vraiment ce qui se passe parce que ok, il y a ça qui se passe à l'hôpital, c'est-à-dire le service, voilà, il est bien rempli de patients Covid. Nous, on a un quart, pardon, du service qui est consacré au Covid, qui est sanctuarisé, et avec ça, ça va bien. Mais il y a d'autres services où ils font que ça. Donc eux, ils ont vraiment le nez dans le guidon, et donc ça vous explique qu'il y a certains chefs de service qui soient voilà, comme ça. Nous, on fait pas que ça. Heureusement, on voit autre chose. Et surtout, on est bien organisé en amont. Et il y a beaucoup d'endroits où c'est pas bien organisé. Et je crois que c'est une des grosses choses qu'il vous faut faire relativiser pour le public. C'est que, OK, l'hôpital est rempli. OK. Enfin, rempli. Non, il est pas rempli, mais il y a les services Covid tels qu'ils sont dimensionnés commencent à être bien remplis. Et les services de réanimation tels qu'ils sont dimensionnés commencent à être bien remplis aussi. Avec moitié-moitié de gens ventilés, moitié-moitié de gens moyens graves, on va dire, qui vont plutôt s'en tirer. Puis dans l'autre moitié, ça va être par contre là la mortalité, la létalité va être plus importante. C'est pas 100% hein, du tout, hein, on en est loin, hein, on est plutôt à 30-40% de létalité. Hein, c'est pas bon, voilà, ça reste correct pour de la réanimation. Hein. En réanimation, en général, c'est que vous êtes grave, hein, vous n'y êtes pas parce que vous allez bien. Hein. Mais ça, c'est dans un contexte où au sein des hôpitaux, l'organisation est pas bien faite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, tous les jours, on discute avec le service Covid. On discute de tous les patients. Et on établit à l'avance lesquels vont s'aggraver. Parce qu'on le voit venir, en fait. C'est pas une maladie qui se passe à la seconde près. On a voilà, en 24 heures, parfois 48 heures, on voit petit à petit l'oxygène qui augmente, les gens qui vont moins bien. Et on dit, ça sent pas bon. On va le prendre en réa. Et donc, on prend les gens en réanimation de manière programmée. C'est-à-dire, c'est pas la nuit en urgence, on nous appelle, il est en train de mourir, s'étouffer. Non, non.
Nous, on dit, OK, Monsieur Gérard, il va moins bien. On va le prendre cet après-midi, tranquillou. On va voir venir. On le sera surveillé de près en réanimation. Rien que de faire ça, ça marche beaucoup mieux. Parce que justement, on prend jamais les gens au dernier moment. Pareil, les gens qui doivent pas rentrer en réanimation, qui sont trop âgés, qui ont trop de comorbidités. Et là, ça me fait marrer d'entendre les gens comme Megarban dire il n'y a pas de triage en réanimation. Il y a toujours du triage en réanimation. Et toujours. On prend pas les gens de 98 ans avec des cancers multimétastatiques aux os, aux poumons, au foie, avec un Alzheimer dégénéré, avec 36 pathologies. On les prend pas. Mais depuis toujours. Et c'est très bien comme ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là, si on les prenait, on leur ferait juste de l'obstination déraisonnable, de l'acharnement thérapeutique. On les ferait souffrir pour rien. Parce qu'ils finiraient quand même par mourir, soit en réa, soit quelques jours ou quelques semaines après leur passage en réanimation. Et donc, le triage, il faut le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. Ça, c'est consubstantiel au métier de réanimateur que de décider ce qui est souhaitable. Et c'est vachement plus dur à faire que de savoir ce qui est faisable. Ce qui est faisable, vous avez du matos, vous avez du fric, vous avez des machines. OK, on sait ce qui est faisable. Ce qui est souhaitable, ça, c'est un vrai champ de tension entre les deux. Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est souhaitable? Et souhaitable, c'est pas toujours de venir en réanimation. Parce que la réanimation, c'est une descente aux enfers pour les gens. Il y a plus de jour, il y a plus de nuit, il y a des bip bip dans tous les sens, vous avez peur, vous avez une machine qui est accrochée à vous, vous avez des tuyaux dans le corps pour vous amener à manger, à boire, pour faire pipi, etc. OK, c'est une descente aux enfers. Vous faites pas votre toilette vous-même, il y a des gens qui vous torchent, qui vous tournent. Là, c'est très très dur. Et donc, il faut le réserver que aux cas qui en ont vraiment besoin. Aujourd'hui, les gens en Covid pas intubés, souvent c'est pas très agressif, quoi. Souvent, ils ont pas 50 000 tuyaux, et ça peut bien se passer avec un truc un peu minimaliste. Presque, ça se pourrait se passer dans des services qui seraient pas de l'AREA, qui seraient entre les deux, bien surveillés, mais on n'a pas besoin de toutes les machines. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore envisagé en France, à part à l'IHU, et nous dans un des services où les gens qu'on va pas prendre, justement les gens de 95 ans dont je vous ai parlé, on va quand même leur mettre de l'oxygène plein pot s'ils en ont besoin. Parce que peut-être que quand même, comme ça, en faisant pas grand-chose de plus que ça, ils vont passer le cap. Ça va? On dit que ce serait palliatif un peu dans ce cas-là. Mais des fois, ça marche. Jusqu'à 30%, ça marche. Des gens qui sont en palliatif à l'IHU en disant ils sont trop vieux, ils sont trop graves, on leur met de l'oxygénothérapie à haut débit. En gros, c'est des lunettes à oxygène où vous avez 50 litres minutes d'oxygène à plein pot, quoi. Et on peut régler la quantité d'oxygène. Ça marche bien. Ça, c'est la première chose. C'est pas très bien organisé en hospitalisation elle-même. Et c'est pas du tout organisé en ville. Et là, c'est peu de le dire, hein. C'est-à-dire que vous avez énormément de généralistes encore aujourd'hui qui disent, quand ils voient quelqu'un qui a des symptômes, qui a un diagnostic positif, ils font rien. Et ils disent paracétamol, bonne chance, on se revoit dans 3 semaines ou dans 2 semaines quand vous êtes en train de vous étouffer. Ça, c'est pas correct. Je vous l'avais dit en off avant, hein, mais je le redis là, parce que je pense que c'est vraiment pas correct. Il faut mettre en place des parcours de soins, des filières patients, des parcours patients, on appelle ça, pour les autorités de santé. C'est leur métier, c'est le métier de l'ARS de faire ça. Et c'est pas en place. On a des parcours patients pour des gens beaucoup plus graves, dialysés chroniques, avec des maladies hématologiques, avec des chimiothérapies à domicile. On a des parcours patients pour des gens qui sont insuffisants respiratoires chroniques avec de l'oxygène à la maison, qui sont extrêmement fragiles. On a des parcours patients pour des gens qui ont eu des chirurgies, et y compris lourdes, et qui reviennent à la maison après, avec des médecins qui viennent suivre, des infirmières à domicile, des infirmières coordinatrices. Pourquoi, après 1 an, on l'a pas pour le Covid? Pour moi, c'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose qui est pourri au royaume de Danemark. There's something rotten in the kingdom of the Denmark. C'est le début, c'est l'exergue d'Hamlet de Shakespeare. Il y a quelque chose qui est pourri, quoi, qui va pas, en fait. On concentre pas notre énergie au bon endroit. Et ça, il faut vraiment le faire. Il faut que les patients invectivent les généralistes, invectivent les ARS et leur disent maintenant, il faut mettre en route le truc. L'autre chose, c'est que ces patients, ils sont pas traités. Ça veut dire les patients dont je vous ai parlé qui sont à risque d'évoluer vers des formes graves, quand ils sont à la maison, ils sont pas traités. Mais il y a des traitements dont on sait qu'ils marchent. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Oxygène, corticothérapie, anticoagulation. Là, YouTube nous censure pas. Ça, tout le monde est d'accord. YouTube ne fait pas, même pas la loi sur ces 3 choses-là, qui pourtant diminuent le passage à l'hôpital, diminuent la morbidité, diminuent la mortalité, diminuent l'évolution vers les Covid longs, diminuent les séquelles. Pourquoi on le fait pas?
il y a un score qui s'appelle le score News, que vous pouvez trouver sur Internet, qui est un score d'évaluation de la gravité du Covid, c'est-à-dire de votre risque d'évoluer vers une forme grave. C'est pas fait en ville. Il y a personne qui cote le score News et qui dit, oulala, celui-là, il a 40% d'évoluer vers une forme grave. OK, on va faire gaffe, on va le traiter. Un petit peu, et de plus en plus, et je pense grâce à l'impulsion de la CSI, de la coordination santé libre, du conseil scientifique indépendant, de toutes les associations, laissons les médecins prescrire, de Violaine Guérin que vous avez interviewé, de Martine Vonner, etc. Grâce à tous ces gens-là, d'Éric Ménard, et puis Réinfo Covid un peu grâce à nous, j'espère aussi, les patients commencent à se poser la question de un soutien à leur immunité. Vitamine C, vitamine D, zinc, rire, se voir, être joyeux, être heureux, faire du sport, le sport sur ordonnance, sortir dehors, prendre l'air, c'est prescrit aussi par les médecins du sport. Ils ont dit, mais y compris dans un confinement, il faut que vous fassiez au moins une demi-heure de sport par jour. Donc là, il y a toute une partie des gens qui nous écoutent. Eux, ils vont mieux que les autres. Hein. À un moment, on regardera. Hein. Les followers de Réinfo Covid, on regardera la mortalité et vous verrez qu'elle sera moindre que les followers de Le Monde. Et ben ça, j'attends cette étude, j'adorerais qu'elle soit faite, quoi, de montrer que c'est un facteur significatif de morbidité et de surmortalité. Ah là là, mais là, vraiment, ce serait un énorme uppercut dans la gueule de ce système médiatique pourri jusqu'à l'os. Donc, s'intéresser à ça, à comment être en bonne santé, reprendre soin de vous. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont pris du poids, ils sont dépressifs, ils ont peur, ils sont enfermés chez eux, ils regardent BFM de longue ou Netflix. Il faut pas faire ça, hein, vous allez être malade. Et ensuite, là, il y a tout un pan qu'on peut pas aborder sur YouTube, et donc on va l'aborder à mots détournés. Mais il y a des thérapeutiques antivirales, immunomodulatrices, antibiotiques qui sont utiles. Tout le monde sait de quoi je parle. Il y a eu le Lancet Gate, il y a eu le New England Journal of Medicine Gate, il y a eu l'Ivermectin Gate, c'est-à-dire des scandales en termes de recherche scientifique pour essayer de mettre sous le tapis le fait qu'il y a des traitements efficaces. Il y a des traitements efficaces. Ces traitements efficaces ne sont pas le Bambalivimab, ne sont pas le Remdesivir, ne sont pas le prochain truc promu par Karine Lacon. Ça ne va pas marcher. Et en plus, ce sont des agents potentiellement dangereux parce que mutagènes pour le Remdesivir ou d'autres. Et pour le Bambalivimab, simplement peut-être inutile, et en tout cas avec un niveau de preuve tellement bas au niveau de la littérature scientifique que vous avez une seule étude, en gros, par le laboratoire qui l'a publié. Et en plus inadapté à l'ambulatoire. C'est un médicament qui vaut 1 800 € la dose et qui est fait par voie intraveineuse. En ambulatoire, c'est-à-dire à la maison, il faut pas des médicaments qui sont faits par voie intraveineuse. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut des médicaments que vous mangez par la bouche, quoi. Ça va? Ça répond à votre question de manière très large. Hein. Donc, ok, la situation est un peu tendue, mais c'est parce qu'on fait rien de ce qu'il faudrait faire. Et pour le moment, l'immunité artificielle qu'on propose comme la seule voie de sortie sur ce truc-là n'y a rien changé. Les confinements, les mesures sociales, etc. n'y ont rien changé. Alors vous parliez de l'importance de faire du sport aussi, de rire, de finalement garder une forme de joie de vivre. Il y a plusieurs médecins un professionnel de santé, psychiatres, qui ont alerté sur les dangers en fait des confinements par rapport au risque de dépression, de suicide, mais aussi d'augmentation des violences conjugales, de l'alcoolisme, de la consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques ou de stupéfiants. Est-ce que c'est quelque chose aussi, vous, que vous remarquez à Marseille parmi les patients qui peuvent venir consulter à l'hôpital? Est-ce qu'il y a une hausse effectivement de ces pathologies psychologiques? Ouais, alors il y a finalement la question que vous posez, c'est quel est le lien? Est-ce qu'il y aurait un lien et est-ce qu'il se passe quelque chose entre les mesures sociales et politiques et l'état de santé? Et moi, j'irais plus loin que l'état psycho-affectif, et y compris sanitaire, du lourd, c'est-à-dire sur les pathologies chroniques. Il y a une décompensation des pathologies chroniques, il y a un retard de prise en charge des pathologies cancéreuses et néoplasiques. Parce que les gens ont peur d'aller à l'hôpital, parce qu'ils se laissent aller, parce qu'ils écoutent pas, ils sont tellement focalisés sur le Covid qu'ils oublient que peut-être il y a d'autres choses dans la vie, quoi. Qu'ils ont eu un infarctus l'année dernière, qu'ils sont hypertendus, qu'ils sont obèses, etc. Il y a le fait que comme on peut plus faire les courses pour bien se faire à manger, eh ben on achète de la malbouffe commandée sur Uber Eats avec des trucs qui viennent de chez Métro et qui sont en fait et qu'il y a plus de resto correct. Les gens mangent des plats préparés qui sont toxiques en fait, qui vont les rendre malades in fine.
Souvenez-vous de Super Size Me, quoi, le type qui avait mangé du McDo pendant 1 an, quoi. Donc, il y a tout ce champ-là de la santé proprement dite qui est pas du tout bien pris en charge et qui est un peu délaissé. Alors, pour autant, c'est drôle parce que si vous regardez ce qui se passe dans les structures privées, notamment à Marseille, il y a une augmentation de l'activité chirurgicale dans une clinique, par exemple, de chirurgie esthétique juste à côté de la Conception, qui a augmenté son activité de plus de 150% l'année dernière. Donc ça, c'est en réponse à la première question aussi. C'est, OK, l'hôpital public est surchargé, mais les autres? Les autres, ils sont Covid-free et ils font le reste. Donc, on est en train d'effondrer doucement le système de santé public et de l'autre côté, le système de santé privé, lui, en profite, quoi, quelque part. Pas tout le monde. Il y en a qui jouent le jeu et donc il faut pas faire d'amalgame ni dire que tout le monde participe pas. Il y a des structures privées qui participent, mais voilà. Donc aujourd'hui, vous avez pas mal de chefs de service simplement de l'hôpital public de chirurgie qui disent bah moi je peux plus opérer en fait parce que comme on se consacre que au Covid, bah voilà, je peux plus faire mon boulot quoi. D'une part, c'est une perte de chance pour les patients et d'autre part, les services tournent plus. Ces chefs de service, ils vont finir par se tirer en fait simplement, se tirer dans le privé. Aujourd'hui, à l'hôpital public, on ferme des lits d'hématologie, par exemple, d'hématologie lourde, des gens qui ont des leucémies, des lymphomes, qu'on peut pas traiter, ou qu'on laisse de côté en train d'attendre pour s'occuper du Covid, en dépensant des sommes astronomiques pour les services Covid, alors même qu'on pourrait mettre en place, comme je vous l'ai dit, des circuits de soins ambulatoires et continuer à traiter les autres. Donc ça, c'est une perte de chance. Après, sur le côté psycho-affectif, est-ce qu'on a des nombres et des chiffres? Bah, finalement, on est dans une gouvernementalité numérique. J'entends par là que tout est décidé parce qu'on a des nombres, des évaluations chiffrées, des courbes, des prévisions, etc. Tiens, c'est marrant, vous cherchez le retour sur comment ça va les Français là en ce moment. Bah, vous les trouvez pas en fait. Il y a rapport. Vous avez du mal à trouver des datas. Pourtant, dans le ressenti quotidien, vous voyez bien qu'on va pas bien. Tout le monde le sent. Qu'il y a plus d'anxiété, qu'il y a plus de consommation, qu'il y a plus d'addiction. Donc, il y a eu quelques rapports qui ont été faits sur les étudiants, notamment, et la jeunesse. Et la jeunesse, elle va pas bien. La jeunesse, elle abandonne ses études. Elle a un risque suicidaire qui est bien plus important. Elle a pris du poids. Elle a des pathologies de la sédentarité qui devraient arriver normalement à un âge beaucoup plus important, qui arrivent à des âges relativement jeunes. Ça, c'est la jeunesse, mais y compris les enfants. Et là, on a un groupe qui s'appelle le collectif de santé pédiatrique. Donc, ça sert à rien que je vous parachute des chiffres, etc. Hein. Mais globalement, vous pouvez retenir que l'idée générale, c'est que les gens vont pas bien au niveau psycho-affectif. Et au fond, ouais, peut-être que vous pouvez attendre des pourcentages, des stats. Mais vous savez maintenant que les stats et les pourcentages, on passe son temps à les frelater. Et votre intuition générale sur le réel est juste. Les gens vont pas bien. Et alors, vous parliez des déprogrammations d'opérations à l'hôpital public, des retards de diagnostic, des retards de prise en charge. Est-ce qu'on peut s'attendre en 2021 éventuellement à une surmortalité qui serait liée non pas à la Covid, mais plutôt à tous ces retards de diagnostic, ces pertes de chance et ces opérations déprogrammées? Ouais, c'est l'hypothèse de plusieurs épidémiologistes, notamment Ioannidis, qui nous a dit que pendant à peu près 5 ans, en fait, 3 à 5 ans, on allait subir le contre-coup, en fait, de ce qui a été fait cette année. J'ai pas de boule de cristal, comme dirait Didier Raoult, je peux pas prédire l'avenir. Ce que je sais, c'est que la mortalité, c'est pas si simple que ça à évaluer. Et puis, il faut la regarder dans un prisme temporel, à maille large. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que des gens qui seraient morts l'année dernière, par exemple, sont en fait des gens qui avaient accumulé un certain nombre de pathologies qui fait que ils sont morts l'année dernière, mais ils seraient peut-être morts l'année prochaine, ou ils seraient peut-être morts l'année d'avant. Et finalement, le Covid a regroupé à un moment des gens qui étaient extrêmement fragiles. C'est ce qu'on appelle l'effet moisson, ou harvest effect en anglais. C'est la moisson de la mort, hein. C'est la grande faux de la faucheuse, quoi. Hein. C'est assez sombre, hein, comme chose, mais c'est assez fréquent. Et donc il y a des rattrapages en termes de mortalité. Vous pouvez regarder à ce titre la présentation d'un mathématicien qui s'appelle Vincent Pavant, qui a fait une présentation hier dans le Conseil scientifique indépendant, où il explique qu'en gros, en 2020, on n'est pas mort plus qu'en 2015. Il n'y a pas de surmortalité par rapport à 2015. Et que
la surmortalité par rapport à 2020, à 2019 ou à 2018, elle est en grande partie probablement liée à cet effet moisson. Et donc, est-ce qu'il va y avoir une surmortalité l'année prochaine? En fait, c'est dur à prévoir parce que ouais, il y a des pathologies décompensées, il y a des gens qui vont moins bien, il y aura plus de suicides, etc. Ok, mais il y aura tout plein de gens qui sont morts en 2020, qui vont pas mourir en 2021. Ça va, c'est compréhensible. Donc, à la fin, bon an mal an, est-ce que ça va s'équilibrer et qu'on va avoir globalement, je pense que ce sera, on va voir, mais ce sera peut-être pas le grand phénomène. Après, il y a une autre question, c'est la mortalité, mais c'est la natalité aussi. Est-ce qu'il y a un impact sur les naissances? Est-ce qu'il y a un impact sur la fécondité? Pour moi, c'est une des grandes préoccupations, et notamment autour de l'immunité artificielle, parce que il n'est pas impossible qu'il y ait un impact de l'immunité artificielle. En tout cas, il y en a certains qui le pensent, comme Michael Yeadon ou Wolfgang Wodarg ou d'autres, qui sont un ancien directeur de recherche chez Pfizer et un autre qui est député allemand. Mais il y a d'autres personnes qui le pensent, en fait, parmi des grands spécialistes de l'immunologie, qui pensent que l'idée même que la cible de l'immunité artificielle soit la protéine spike est pas une bonne idée sur la fécondité, parce que vous risquez de développer. Le but est de faire des anticorps contre spike, et spike ressemble à la syncytine, qui est la protéine de fusion pour permettre la placentation chez l'humain. Et que si vous faites des anticorps contre spike d'un côté, et que ces mêmes anticorps sont actifs contre la syncytine, ça veut dire que vous risquez une infertilité. Sauf qu'avant qu'on rapporte cette infertilité à ce phénomène-là, il faudra peut-être 8-10 ans. Voilà. Donc ça, c'est l'infertilité qui serait liée à l'immunité artificielle. Après, il y a l'infertilité qui serait liée au niveau de stress ambiant. Ça a un impact, en fait. Déjà, actuellement, le nombre de naissances a diminué cette année, je crois, à vérifier dans les stats, mais on va voir. Bon, après, voilà, pour les Malthusiens, ils sont contents. Il faut. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est trop nombreux, que c'est une très bonne chose. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Je pense que il faut juste, voilà, il faut juste pas vivre tous comme si on était le roi de France, avec des esclaves technologiques et un feu de joie énergétique. Actuellement, je sais pas, je crois que c'est l'équivalent si on avait 200 esclaves chacun pour soutenir le mode de vie occidental. À ce titre, il y a une exposition qui montrait ce que mangent les gens. Je crois que c'est Hungry Planet ou quelque chose comme ça. C'était il y a quelques années un artiste qui a mis des familles avec tout ce qu'elles mangent en photo pendant une semaine. Et donc il y avait la différence entre des gens en Afrique qui avaient des sacs de légumineuses, beaucoup en fait, et puis des Américains avec les boîtes de pizza, le Coca, etc. C'était une exposition qui était assez troublante en fait. Alors, on parle régulièrement de la mise en place d'un passeport vaccinal ou un pass sanitaire qui indiquerait si la personne a été vaccinée, si elle a guéri récemment du Covid-19 ou si elle a reçu un résultat négatif à un test. Tout ça par le biais d'un QR code. Un certificat vert numérique va bientôt être nécessaire pour voyager dans les pays de l'Union européenne, au 15 juin a priori. Et certains pays comme le Danemark ou Israël ont déjà mis en place un système similaire interne pour permettre à leurs habitants d'accéder à des lieux comme les cafés, les restaurants, salles de sport, lieux culturels. En France, Emmanuel Macron avait évoqué un pass sanitaire à usage interne à la fin du mois de février. Qu'est-ce que ce certificat sanitaire ou ce passeport vaccinal vous inspire? À votre avis, vers quelle forme de société on se dirige? Chaque fois que les médecins se sont occupés d'être trop près du pouvoir, historiquement, c'était des catastrophes. Chaque fois que les médecins se mêlent de la vie publique, des libertés publiques, et qu'il y a une corrélation qui est faite entre votre niveau sanitaire et ce à quoi vous avez droit, c'est pas très bon. Donc je le redis autrement, si on tombe dans une société techno-sanitariste qui exige que vous ayez tel ou tel ou tel laissez-passer pour montrer patte blanche et vous laisser pouvoir vivre, c'est ni plus ni moins qu'un totalitarisme qui s'installe progressivement. Et là-dessus, quelqu'un qui s'appelle Agamben a écrit, Hannah Arendt aussi, Michel Foucault, qui est un des auteurs de philosophie les plus cités au monde,
à réfléchir sur cette notion du biopouvoir. Le biopouvoir, c'est quand justement on vous dit il faudrait que vous fassiez tel poids, puis que vous fumiez comme ci, puis que vous mangiez comme ça, ou que vous buviez comme ça, et que vous soyez vacciné comme ci, et puis que pour avoir le droit de faire partie du groupe. Ça, à mon avis, c'est un penchant très très dangereux dans lequel il faut pas mettre le doigt. Parce que si vous commencez à mettre le doigt là-dedans, en fait, c'est un chantage qui ne s'arrête jamais. Et il y a un concept assez ancien qui part de l'éthique déontologiste, qui est le concept de la dignité de la personne humaine. Et la dignité de la personne humaine, elle dépasse le cadre des lois, elle n'a pas à voir avec ça. Elle n'a pas à voir avec ce qu'il peut faire ou pas faire, s'il est handicapé ou pas handicapé, si il est trisomique 21 ou s'il est un peu simplet. Elle n'a pas à voir avec ça, en fait. Elle a à voir avec intrinsèquement le fait que c'est un de mes frères et sœurs humains. Et que en ça, il participe du groupe social. Et que normalement, il a des droits et des devoirs inaliénables. Sauf à ce qu'il viole les règles du jeu. Dans ce cas-là, c'est le droit qui rentre et la sanction juridique qui rentre dans la danse. Et dans les principes fondamentaux, il y a la notion d'indisponibilité du corps. C'est-à-dire, le pouvoir n'a pas à rentrer dans votre corps. Le corps est un espace privé, presque un espace sacré, dans lequel le pouvoir n'a pas le droit de rentrer. Sinon, c'est un viol. Vous pouvez vous souvenir du droit de cuissage des seigneurs au Moyen-Âge. Vous pouvez vous souvenir de devoir porter quelque chose sur vous qui soit un signe distinctif qui vous mette dans telle ou telle classe de la société. Et on pense tous immédiatement à l'étoile jaune, en fait. On pense tous immédiatement à l'apartheid, où sur votre peau, vous n'avez pas le droit de faire telle ou telle chose, que ce soit en Afrique du Sud ou que ce soit la ségrégation aux États-Unis. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder en perspective quand on réfléchit à cette histoire de passe sanitaire, passeport vert. Pourquoi vert? Cette histoire de vert. Quel rapport ça a, quoi? Donc c'est quelque chose pour moi qui est un interdit brut dans lequel il faut pas rentrer. Voilà. Donc là, ma position est absolument ferme. C'est un non franc et massif, et ce sera toujours un non. Il doit rester la liberté de choix, le choix libre et éclairé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, si l'ordre des médecins vient me chercher des poux pour dire, ouais, mais ça veut dire que vous empêchez les gens de se faire vacciner, etc. Non. Les gens sont libres. Sauf que leur choix doit être libre et éclairé. Libre, ça veut dire, il n'y a pas de chantage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le service, ou dans l'hôpital où je suis, ils disent, ouais, de toute manière, on va nous forcer à nous faire vacciner, on est soignants, etc. Donc, bon, j'y vais. Non, mais pourquoi? Attendez de voir. Et quand on va vous dire que c'est obligatoire, mettez ça en discussion. Pourquoi c'est obligatoire? Vous devez rester libre. Il ne doit pas y avoir de chantage à ces choses-là, sinon on perd l'indisponibilité du corps. Et éclairer, pareil, est-ce qu'il n'y a pas un chantage quand on commence à vous dire, ouais, vous avez le droit d'aller dans tel ou tel pays, si et seulement si. Vous avez le droit d'aller chez le boucher, si et seulement si. Non, c'est du chantage. Éclairer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous devez savoir ce qu'on fait à votre corps. C'est pas l'État qui dit tiens, ouais, ayez confiance et vous devez le croire sur parole. Non, ça doit être éclairé. Éclairé par une information claire, loyale et appropriée. C'est ça les termes de la loi pour un médecin. Clair, loyal et approprié. C'est tout sauf clair aujourd'hui. Tous les philosophes, tous les sociologues, tous les historiens du collectif, tous les gens qui sont juifs ashkénazes, tous les gens qui viennent d'Algérie ou de Russie, parce qu'on a des gens qui ont des origines russes et des origines algériennes dans le collectif, ils sont unanimes. Ils disent, nous sommes dans un déferlement totalitaire. Tous les stigmates y sont. Et là, je vous invite à aller voir un historien, je crois qu'il s'appelle Chapoutot, quelque chose comme ça, qui a repris l'épidémie de typhus dans le ghetto de Varsovie et comment elle s'est mise en place petit à petit, une ségrégation des Juifs dans le ghetto de Varsovie au motif de cette épidémie de typhus. Je pense qu'il y a des gens, ça va les dessiller un petit peu sur ce qui est en train de se passer. Et souvenez-vous, le pouvoir n'est pas votre ami. Le pouvoir ne cherche pas votre bien. Ni le pouvoir politique, ni le pouvoir économique.
Et c'est quelque chose sur lequel vous devez vous dessiller, en fait. Là, je parle aux téléspectateurs, hein. Il faut enlever vos œillères. On n'est plus à l'époque d'un gentil général de Gaulle qui cherche le bien de la France. On n'est pas à l'époque d'un gentil patron qui cherche à faire une belle entreprise, qui rend service et qui nourrit le bien commun. On est à l'époque de multinationales du médicament qui veulent faire de l'argent sur la maladie. C'est comme ça. C'est démontré scientifiquement. Il y a, pareil, je vous renvoie au CSI d'hier, Conseil scientifique indépendant, où il y a un anthropologue qui a cité toutes les ressources scientifiques et les articles universitaires qui démontrent ce que je viens de dire. Et est-ce que vous pensez que la vaccination, si elle atteint, on nous dit si elle atteint un taux de couverture vaccinale important, est-ce qu'elle permettrait de retrouver une vie normale, de retrouver les libertés dont nous jouissions avant l'épidémie? Alors encore une fois, pour moi, il faut cesser de mélanger deux problématiques. La vie normale, la liberté, les masques, etc. Ça n'a rien à voir avec la vaccination. Voilà, c'est deux choses séparées. Faut le rompre ça, donner un coup de couteau, comme les samouraïs, là. Paf, vous donnez un truc, vous faites banzai au milieu là avec votre truc, vous dites caille, et vous cassez la brique en deux, quoi. Parce que les médias vous ont mis les choses ensemble par de l'hypnose, mais ce sont deux choses séparées. La question de la vaccination est une question intéressante, importante au niveau sanitaire, au niveau médical. Est-ce que c'est un outil utile? Et elle doit être évaluée comme telle, avec ses bénéfices, ses risques, et pourquoi pas? C'est peut-être un outil utile à diminuer l'épidémie, à diminuer les morts. Ok, sûrement pas à éradiquer la maladie. Il n'y a rien qui éradiquera la maladie, et sûrement pas la vaccination. Plus vous vaccinerez, plus vous trouverez des variants. Plus vous aurez des variants, plus ils vont résister au vaccin. Donc la question c'est, est-ce qu'au bout d'un certain seuil d'immunité collective, à la fois naturelle et artificielle, c'est-à-dire naturelle, les gens qui ont eu la maladie, artificielle, les gens qui ont eu l'injection vaccinale, est-ce qu'à partir d'un certain seuil de la population, ça permettra de faire que cette épidémie sera globalement maîtrisée, quoi. Ou en tout cas, voilà, il y aura encore des gens qui feront quelques formes graves, mais globalement, bon an mal an, toute notre vie sera pas tournée là-dessus. Ben ça, c'est intéressant comme question. Et à mon avis, oui, ouais, il y a un moment, ça va arriver. Et plutôt par l'immunité naturelle. Et bon, ok. Et le Covid sera à 19, et le SARS-CoV-2, avec tous ces variants, fera partie des maladies qui tournent sur la Terre. On traite un peu en réanimation, un peu à l'hôpital, un peu à la maison, majoritairement à la maison. Mais ce sera plus du tout la préoccupation quotidienne. Après, la question des masques, des confinements, des couvre-feux, des fermetures administratives, je sais pas quoi, ça c'est une autre question. Pourquoi c'est une autre question? Parce que jusqu'ici, aucune de ces mesures n'a démontré qu'elle avait un lien quelconque avec l'épidémie. Ça ne change rien au spread épidémique, c'est-à-dire à l'extension épidémique actuellement. Et la littérature scientifique est unanime sur ce sujet. C'est-à-dire, c'est pas si on regarde et qu'on fait vraiment le tri entre les études, il n'y a pas photo, quoi. Ça ne sert à rien. Mais il y a beaucoup de gens qui sont encore convaincus que ça sert à quelque chose. Et donc là, ça va être parole contre parole, en gros, parce que c'est l'État, la force de frappe médiatique et gouvernementale, qui va dire ça sert à quelque chose, c'est à cause du virus qu'on vous maintient en esclavage. Et moi, je suis en train de vous dire autre chose. Donc ça veut dire qu'il faut que je le source, qu'il faut que je vous donne quelque chose pour me croire. La première chose que je peux vous dire, c'est que si je prends ce pourquoi l'État nous dit que c'est utile, c'est une étude dans Nature de l'année dernière qui a fait grand bruit, où finalement on compare ce qui s'est passé avec ce qui se serait passé si on n'avait rien fait, dans des modèles mathématiques et informatiques. Hein. Donc, ok, mais ils reposent sur quoi? Et donc là, dans ces études-là, ils nous disent le R0 diminue de 85% et on a économisé des millions de morts grâce au confinement. Ah bon? Parce que ce qui se serait passé, ça aurait été terrible. Mais ce qui se serait passé, c'est basé sur des modèles qui sont faux. Pourquoi ils sont faux? D'une part, parce qu'ils sont en grande partie liés au modèle de McKendrick, qui date de 1927, qui est complètement out. 1927, hein, ça fait presque 100 ans. Je veux dire qu'en termes de modélisation, on a fait des progrès. Hein. Et qui suppose que le R0 est homogène. Homogène, ça veut dire quoi, docteur Fouché? Je comprends rien. Le R0, c'est le taux de transmission de la maladie, le niveau de contagiosité. C'est le nombre de personnes que contamine une personne. Le R0,
il n'est pas homogène. Ça veut dire on n'est pas tous pareils. Bien au contraire. Il y a des gens qui sont très contagieux, très contaminants. On les appelle même pour certains des super contaminateurs. Vous avez entendu ce mot-là dans les médias. Il y a des gens qui sont très peu contagieux. Il y a des gens qui sont très sensibles, qui vont le choper même s'il y en a un tout petit peu, c'est comme ça. Et des gens qui vont jamais le choper même si on leur crache dessus toute la journée. C'est mon cas. Je travaille en service de réa et je peux vous dire, j'ai jamais je crois pas avoir chopé le Covid. Et donc, moi, je suis pas sensible, quoi. Peut-être parce que je suis joyeux, en forme, et voilà. Mais donc, je vous le conseille. Donc, déjà, c'est pas homogène. La deuxième chose, c'est qu'il vous dit que le R0 ne serait influencé que par les mesures sociales. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire, si je veux faire varier le R0, la contagiosité, il faut que je contamine. Mais c'est pas vrai. Si vous contaminez pas, le R0 naturellement, il baisse. Au fur et à mesure d'une épidémie, déjà, il varie et il diminue. Donc c'est pas vrai. L'autre troisième chose, c'est que dans cette même étude, le R0 en Suède, on lui permet de baisser parce qu'on a fermé les manifestations publiques. Donc on dit ah ouais, les manifestations publiques, ça a servi à quelque chose, c'est utile. Mais en France, dans la même étude, ils disent que cette même mesure, elle sert à rien. Ça a rien changé. Attendez, je comprends rien. Dans un pays, ça marche, dans un autre pays, ça marche pas. Donc, c'est complètement boiteux, quoi. Euh, les failles dans cette étude sont absolument monumentales, en fait. Elle veut rien dire. Ensuite, je vous prends une autre étude qui s'appelle Comcore. Comcore, c'est une étude par Arnaud Fontanet. Arnaud Fontanet, il passe chez BFM avec Bourdin tous les 3 jours pour nous expliquer comment ça va, comment va l'épidémie, etc. Ça a l'air d'être un type gentil, hein. En plus, il a l'air comme ça d'un mec assez humble et tout ça. Et il commet Comcore. Comcore, c'est un grand moment parce que est-ce que aller dans les restaurants et les bars a augmenté la contagion? Et c'est une étude qui est faite par des SMS. Ah bon? D'accord. C'est fiable, les SMS et les emails, quoi, en termes de réponse. Et ben, je vous laisse aller voir la présentation du CSI de la semaine dernière, pour le coup, par Vincent Pavant, qui, avec son groupe de mathématiciens, a montré pourquoi, en fait, les résultats étaient, enfin, les datas étaient fausses ou frauduleuses. Alors là, je vais pas m'engager dans une vidéo publique, hein, j'accuse personne, moi, je communique ce qui a été dit avant. Mais en fait, on ne peut pas recomposer les datas à partir des différentes questions, alors que théoriquement et mathématiquement, on devrait pouvoir. Et ça veut dire qu'il y a des datas qui ont été soit enlevées, soit pas considérées comme il fallait. Tiens, à quoi tiennent vos libertés, quoi? On ferme les bars et restaurants au motif d'une étude sur des emails dont les datas elles-mêmes sont suspectes de pas être complètement justes. Et je pense que les restaurateurs apprécieront, quoi. Donc, il n'y a pas de lien entre. Bon, et puis ça, c'est sans compter Ioannidis, sans compter plein d'autres études, les études de Toussaint, etc., qui ont montré qu'il n'y a pas de lien entre la mortalité et les mesures sociales, qui ont montré qu'il n'y a pas de lien entre l'extension épidémique et les mesures sociales. Sur Dan Mas, qui a montré qu'il n'y a pas de lien entre le masque dans la rue et l'extension épidémique. Bon, bah voilà. Ça ne veut pas dire que le masque sert à rien. C'est-à-dire le masque dans la rue, aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est une imposture, c'est un tampon social qu'on vous met derrière l'oreille comme si vous étiez du bétail. Est-ce que vous êtes d'accord avec la tyrannie ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ça ne veut pas dire que le masque sert à rien à l'hôpital. Ça ne veut pas dire que le masque sert à rien pour les gens qui sont fragiles et à risque. Ça ne veut pas dire que le FFP2 est inutile. Ça veut dire le masque chirurgical dans la rue en population générale, c'est une imposture et tout le monde le sait. Et il n'y a pas photo scientifiquement. Donc, en fait, oubliez l'idée que l'immunité artificielle et toutes ces mesures-là ont un lien. Si aujourd'hui, on décide de réouvrir, si aujourd'hui, on décide d'arrêter les confinements, si aujourd'hui, on décide d'arrêter les couvre-feux, il ne se passera rien sur l'épidémie. Voilà. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire, à l'inverse, vous pourriez dire, mais attendez, on a confiné là, et il se passe quelque chose là, ça s'est amélioré ou non? L'épidémie, elle suit son cours. Une épidémie virale, c'est comme un torrent, en fait, une rivière. Et puis les mesures sociales, c'est comme si vous aviez une cuillère et que vous disiez avec ma cuillère, je vais arrêter l'épidémie, quoi. Non, vous l'arrêterez pas. Même en mettant des pierres et des barrages, vous n'arrêterez pas la rivière.
vous pourrez faire des bassins de rétention quelque part, vous pourrez faire des impacts locaux de rétention épidémique, mais c'est tout ce que vous pourrez faire. En fait, il y a plein de comparaisons. Et là, juste les gens, ils doivent aller lire Ioannidis parce que c'est ça qu'il fait en vrai. Ce truc instinctif qui est de regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé en Argentine? Ils confinent comme des malades. Ils ont les plus gros taux de mortalité versus nous. Lui, il le fait, mais pas instinctivement. Il le fait vraiment et il regarde qu'est-ce qui se passe. Là, les médias jouent un jeu, à mon avis, trouble, qui est d'essayer de vous pousser à l'immunité artificielle en vous montrant, regardez, en Angleterre, on peut retourner au pub, regardez, en Israël, c'est génial, vous avez le droit d'aller, etc. Ok, regardez bien quel est le prix à payer pour les libertés. Hein. La dernière chose, c'est on n'en a pas parlé, mais c'est que cette immunité artificielle, combien de temps elle dure? Elle marche sur les variants? On a tous compris que le variant sud-africain, ça marchait pas. On a tous compris, hein, en partie, qu'il y avait peut-être une histoire avec le variant breton. On a compris en partie que peut-être au Brésil, il se passe quelque chose. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont comme variant en Israël? Ah, le variant sud-africain. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme variant? Ah, le variant sud-africain aussi, qui est en train d'arriver. Donc l'immunité artificielle qui est faite, elle est faite avec le variant de l'année dernière, de mars l'année dernière. Celui-là, il a disparu. Il y en a plus. Entre-temps, on a déjà eu 3 autres variants. Même beaucoup plus que ça, hein, on est à plus de 200 variants en vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un jeu de dupes, quoi. Du coup, ça veut dire qu'on potentiellement, il va falloir se refaire vacciner peut-être tous les 6 mois ou tous les ans pour pouvoir se protéger éventuellement de ces nouveaux variants contre lesquels. La cinétique d'apparition des nouveaux variants, c'est plutôt tous les 3 mois hein, actuellement. Même beaucoup plus rapide que ça. En plus, il est probable que la vaccination induise de fait l'émergence de nouveaux variants. Donc, tous les 3 mois, ça commence à faire lourd. Et puis, en termes d'effets secondaires cumulés, là, vous en savez absolument rien, quoi. Que ce soit sur les adénovirus de chimpanzés, l'adénovirus humain avec un morceau d'ADN, il y a un vrai warning en fait. Il y a un aveu qui est fait par le gouvernement hein, et par les agences régionales de santé, c'est que tiens, chez les moins de 55 ans qui ont eu AstraZeneca, qu'est-ce qu'on fait pour la deuxième dose? Vous avez peut-être vu passer. D'un coup, ils ont sorti du chapeau là, truc, on fait Pfizer. Quoi? Non mais là, vous avez entendu la détonation là? Pah, ils ont passé le mur du son quoi. C'est incroyable en fait. On est dans un truc, ça n'a aucun rationnel scientifique, théorique, pharmacologique, ça n'a aucun sens. Mais c'est du délire en fait. Ils sont dans du délire. Donc c'est-à-dire là, les types ils décident dans des réunions feutrées à Paris, ils font ah ouais on va faire ça tiens. Et les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes devenus fous. Et là, ils sont devenus fous, je pense. Voilà, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis publiquement. Vous sentez que ça me touche parce que on est en train de faire n'importe quoi avec des gens jeunes qui n'ont pas de facteur de risque, qui vont pas faire de maladies graves. Mais quand est-ce qu'on retrouve le sens de la responsabilité, du bien commun? C'est leur mission normalement. Hein. Ils sont responsables. L'autre chose sur la perte des libertés, en fait, on a de la chance en France, il y a des gens qui sont inventifs. Et on a un petit papy de 80 ans, peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire, qui est allé au Conseil d'État pour savoir, mais en référé liberté, ça, mais ok, moi je suis vacciné, alors c'est bon, hein, je peux enlever mon masque, je peux sortir, je peux aller faire ce que je veux. Et qu'est-ce que lui a répondu le Conseil d'État sur la foi du rapport du ministère de la Santé, de notre cher ministre? Ah non, en fait, vous pouvez pas. Non, non, vous pouvez pas, c'est trop dangereux là. On n'est pas sûr, hein, parce que même si vous êtes vacciné, vous pouvez faire une forme grave. Même si vous êtes vacciné, non, vous pouvez être contaminant. Même si vous êtes vacciné, vous pouvez pas sortir. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas de lien entre l'immunité artificielle et la liberté. Et donc là, ma boucle est bouclée sur ma question. Je reviens à mon propos initial. Il n'y a pas de lien entre la liberté. Il faut bien que les gens vous vous souvenez, j'ai dit ça à un journaliste, tout le monde s'en est souvenu. Il faut qu'ils se le vissent dans le crâne, quoi. Il n'y a aucun lien entre la liberté que vous choisissez ou que vous vous laissez voler et le fait d'avoir une injection d'immunité artificielle.
Alors pour vous, qu'est-ce que on peut tirer comme bilan d'un point de vue plus global sur le système de santé français, un peu plus d'un an après l'arrivée de la pandémie en France? Est-ce que ça agit comme un révélateur de nombreux problèmes qui étaient déjà présents? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'en pense que j'ai parlé de ça dans une interview au sujet de la création monétaire qui s'appelle Le bonheur d'une crise, déplier le monstre. Et où j'ai dit, le monstre du Covid-19, on peut le déplier comme si c'était un monstre en papier et voir ses différentes facettes. Et c'est lié à une phrase d'un philosophe qui dit la vérité est dans le pli. Et donc, pour voir la vérité, il faut commencer à déplier. Et donc, vous avez une crise sanitaire du système de santé. Vous avez une crise politique, démocratique. Vous avez une crise économique, une crise financière, une crise de l'enseignement, une crise du lien social, une crise sociale proprement dit. Là, il y a plein de gens qui vont être dans la misère. Et en fait, à quelque endroit que vous regardiez, cette crise, c'est comme une fractale, c'est comme un chou romanesco. C'est-à-dire que les petites volutes sont dans des moyennes volutes qui sont des grandes volutes. Vous connaissez l'histoire du chou romanesco, c'est toujours le même schéma, à quelque endroit que vous le preniez. Et ce qu'on appelle une vision holographique des choses. Holon en grec, c'est tout entier. Graphein, le motif, quoi. Donc ça veut dire le motif, c'est le même partout. Donc le motif de la crise sanitaire, si on essaye de le déployer, de le comprendre bien comme il faut, c'est qu'on a un système de santé qui, en France, où l'idéologie néolibérale mondialiste a détruit progressivement le bien commun, a détruit l'idée même d'être en santé pour faire un système qui soigne la maladie et qui, pour remédier à cette maladie, donner des béquilles à la maladie, a donné finalement toute licence à l'industrie pharmaceutique et à l'industrie de la data, ce que certains appellent Big Pharma et Big Data. Et que donc les régulations du système ne sont plus faites pour que vous soyez en santé, elles sont faites pour majorer les profits des entreprises pharmaceutiques et des entreprises de la data. À telle enseigne que la régulation du système se fait par deux champs. Le champ de la création du savoir et le champ de la praxis, la pratique du soin. Ça va? La création du savoir, c'est les intellos, quoi, qui essayent de fabriquer des études, etc. Et ça, c'est le monde universitaire médical. Ce monde universitaire médical est sujet à une corruption systémique très importante. Il faut que je pèse mes mots, parce que pour beaucoup de gens, ça va être dur à accepter, parce que pour eux, les médecins, c'est des gens gentils qui cherchent le bien commun. C'est vrai, et je suis d'accord avec ça. C'est le système qui est malade. Le système aboutit à ce qu'à la fin, les publications scientifiques elles-mêmes soient grevées d'un grand niveau d'incertitude et d'un grand niveau de corruption. Parce qu'elles sont financées par des majors de la data ou des majors de la pharmaceutique. Et vous avez plusieurs éditeurs en chef de grandes revues, le New England Journal of Medicine, le Lancet, le British Medical Journal. Donc le dernier en date, donc c'est Kamran Abbasi dans le British Medical Journal qui a dit Covid-19, politisation, corruption et suppression de la science. Ça veut dire que petit à petit, et il y en a d'autres avant lui qui ont dit que plus de 50% et d'autres ont dit plus de 80% de ce qui est publié aujourd'hui, en fait, ne sert plus à savoir ce qu'il faut vraiment vous donner pour vous soigner, mais sert à vendre des médicaments. Et j'ai parlé du Lancet Gate, c'est cette étude où on a inventé probablement 96 000 patients pour faire croire que l'hydroxychloroquine était toxique, alors que tout le monde sait que c'est très peu toxique, aux doses recommandées. L'ivermectin Gate, qui est finalement pareil, une étude qui est faite pour montrer que l'ivermectine ne marche pas, alors que ça marche. Le New England Gate, la méta-analyse de Fiolet sur l'hydroxychloroquine, qui fait ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire qui choisit les études qui vont servir le propos, quoi, pour essayer de démontrer que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la boussole à dire le nord de ce qu'il faudrait faire ou pas faire, qui devrait être la publication scientifique liée à la recherche scientifique, en fait, elle est cassée. Vous savez plus dire. Ça, c'est très douloureux. Et en fait, il faut quand même faire avec. C'est-à-dire que là-dedans, il reste des études intéressantes. Sinon, vous allez me dire, ouais, mais Ioannidis, Raoul, c'est pareil alors. Eh non, il y a des trucs qui sont bien. Mais ce qui est dur, c'est qu'il va falloir prendre du temps
pour savoir ce qui est bien et pas bien. Il va falloir lire jusqu'au bout. Il va falloir aller chercher qui est dans l'étude, qui a financé l'étude, quelle structure a fait des bourses de recherche, etc., pour essayer de comprendre. Aujourd'hui, les datas sur la grande étude israélienne sur la vaccination, il y a 10 experts sur 11 qui font partie du board d'experts de cette étude qui sont financés par Pfizer. Bon, pas sûr que les datas et les résultats ils soient complètement neutres. Donc, il faut lire jusqu'au bout parce que sinon vous allez mettre en première page, waouh, la grande étude de survie sur la vaccination en Israël dit que c'est un super succès, quoi. Ah non, c'est peut-être plus compliqué que ça en fait, en vrai. Ça, c'est le champ de la création du savoir. Et donc, vous avez aujourd'hui des médecins, des professeurs, des gens qui sont en charge dans les hôpitaux. Ils savent plus trop à quel sein se vouer, ils savent plus trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et donc, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent ce en quoi ils ont l'habitude d'avoir confiance. La Haute Autorité de Santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'Agence européenne du médicament, les ARS. Et donc, ils vont juste lire ce qui est publié par ces gens-là. Et tous les jours, on reçoit plus de 15 mails par jour, en tout, hein, pour nous dire, il y a telle nouvelle recommandation, il y a tel nouveau truc. Donc déjà, si vous voulez lire ça, ça vous prend la journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus le temps de lire les études proprement dites. Vous n'avez plus le temps d'aller voir. Vous êtes prolétarisé. Ça veut dire que vous perdez vos savoirs par la disruption, par le fait que ça va trop vite. Et donc, les médecins, aujourd'hui, ils savent moins bien que les citoyens parce qu'ils ont plus simplement plus le temps et qu'ils sont permanents en retard. Il faudrait qu'ils se mettent à jour tous les jours. Et pour se mettre à jour, ils utilisent des trucs qui sont pas bons. Pourquoi ils sont pas bons, les trucs de la ARS? Parce que là aussi, vous avez des gens qui n'ont pas le temps de travailler, de faire vraiment le taf. Donc, ils prennent ce que leur donnent les sociétés savantes ou les gens qui ont pignon sur rue. Mais les gens qui ont pignon sur rue, ils sont eux-mêmes sujets à des conflits d'intérêts majeurs. Regardez Karine Lacombe, regardez ceux qui passent à la télévision. Ils ont trop de conflits d'intérêts. C'est eux qui vont dire ce qu'il faut penser. Et ça va pas, en fait. Parce qu'à la fin, il n'y a plus personne qui pense pour de vrai ou qui travaille pour de vrai. Ça va, c'est compréhensible. Ça, c'est tout le champ de la création du savoir. Je veux pas être trop long, mais c'est un problème compliqué, en fait. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde notre système de santé, c'est un des problèmes majeurs. C'est ça, là-dessus, qu'il faudrait travailler en premier pour le réformer en profondeur. C'est la corruption systémique qui grève les choses. Et de l'autre côté, la fabrique du soin pratique, la praxis, je vous ai dit, elle est guidée par les mêmes choses, par la Haute Autorité de Santé, par l'ARS, par les leaders d'opinion, par les conférences de consensus financées par ces mêmes majors. Et voilà, en fait, vous avez une pratique du soin, elle n'est pas liée à ce que moi je penserais juste à faire pour mes patients, en ayant bien lu la littérature, en ayant confronté les points de vue avec plein de copains et en ayant vu. Elle est liée à je dois appliquer le protocole. Mais le protocole lui-même, il est faux. Ça donne quoi? Ça donne qu'aujourd'hui, dans le Covid, la recommandation reste paracétamol, bonne chance, on se revoit dans 2 semaines. Alors même qu'on sait qu'il faut faire autre chose. J'en reviens à la première question, quoi. Mais je suis hors protocole. Et donc, vous avez beaucoup de gens que ça met en insécurité maximale d'être hors protocole parce qu'ils ont été habitués à être dociles. Ils ont été sélectionnés pour ça. C'est pour ça qu'ils ont réussi les concours parce qu'ils étaient dociles au protocole. Et donc, ils appliquent le protocole. Et chaque fois que maintenant vous leur dites, ouais, mais attendez, on peut peut-être faire autrement et tout ça, ils disent, ah, je veux pas réfléchir là, c'est trop compliqué, ça va, on va faire comme on nous dit parce que voilà. Et ils ont peur. Donc aujourd'hui, et y compris dans le service, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut parler du Bamvalivimab, on peut parler du sérum de patient guéri, mais on peut plus parler de l'ivermectine, on peut plus parler de l'hydroxychloroquine, on peut plus parler d'une prise en charge ambulatoire en ville. Et donc vous avez en gros la moitié des patients en service Covid qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés pour être à la maison. Et donc après, on nous dit, c'est surchargé, vous êtes confinés. Donc tout le système va pas, en fait. Et à mon avis, c'est une très bonne chose que cette crise, elle arrive. Vous avez dit, c'est un révélateur. Ouais, je pense. Au sens, il y a 2 mots grecs pour dire ça. Il y a l'aletheia. C'est le l'été, vous vous souvenez, c'est l'oubli, quoi.
à l'été, c'est le pas d'oubli, quoi. On n'oublie pas. On dévoile, on révèle. L'Aletheia, c'est le dévoilement. Et on voit des choses qu'on voulait pas voir avant parce qu'on avait jeté un voile pudique dessus. Et l'autre chose, c'est l'apocalypse, la révélation. Bah, ça y est, je pense qu'on est dans des temps un peu apocalyptiques. On est dans la révélation. On le savait tous, mais il fallait ça pour qu'on le voie. Donc, il va falloir une réforme profonde du système de santé derrière tout ça. Il y en a plein possible. Celle qui est portée par les tenants du système, c'est de faire un système techno-industriel, encore plus, et numérique. Donc, d'accélérer le virage numérique. Chaque année, il y a une petite réunion à Chamonix qui s'appelle le CHAM. Et le sous-titre, c'est Inventing the Future of the Healthcare System. Et ça, c'est qui? C'est Petit Four et Champagne. C'est les gérants de BlackRock, les gens de Google, les gens d'Amazon. C'est eux qui inventent the future of the healthcare system. En anglais, hein, pour le système français. C'est drôle. Avec le ministre de la Santé, avec le ministre de l'Économie, et avec une dizaine de leaders d'opinion parisiens dans les professeurs parisiens. Et eux, ils vous disent la santé sera numérique. Il y aura plus de médecins. Il y aura des petits robots pour vous soigner. Et après, ils déclinent ça, cette idéologie transhumaniste, ils la mettent dans Le Point, dans des chroniques tout le temps, dans Science et Vie, dans Science et Avenir. Ce qui fait que petit à petit, les mêmes lecteurs, ils s'auto-confirment là-dedans. Et le professeur, mes professeurs de mon hôpital, ils disent, ah oui, demain, il y aura des petits robots pour vous soigner, etc. Mais les gars, wake up. On est en train de détruire le monde. On est dans le feu de joie énergétique de l'humanité. On court dans le mur et on accélère. Qui c'est qui soigne? C'est pas les robots, c'est pas les ordinateurs. C'est les humains. Est-ce que cette crise, finalement, elle dit quelque chose du rapport à la mort aussi dans notre société? Le philosophe André Comte-Sponville récemment a expliqué que pour lui, la liberté était supérieure à la santé, en ajoutant celui qui vous dit qu'il n'y a rien au-dessus de la santé. Finalement, c'est une forme de nihilisme sanitaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, je suis content qu'André Comte-Sponville se positionne un petit peu plus. Il s'était positionné déjà un petit peu il y a quelques mois, mais après, il avait été timide, comme beaucoup de penseurs d'un certain âge, qui en fait, je crois, ont peur de l'épidémie et eux-mêmes sont confrontés à cette chose-là. C'est vrai qu'on pourrait dire, voilà, moi j'ai 42 ans, au fond, la mort c'est loin, elle est pas assise sur mon épaule gauche, quoi. Euh, Il y a des auteurs qui ont dit ça, ils disent, en fait, il faut être assis avec la mort sur son épaule gauche, que d'un coup la vie change, le quotidien se remplit de présence. Chaque minute qui passe est pleine et entière. Je suis ici et maintenant. Les latins ils disaient hic et nunc. Euh, donc je crois effectivement que cette épidémie, elle nous reconvoque à, à considérer ce qu'est la mort dans nos sociétés. Or, la mort a été mise dans un coin, elle a été cachée. Il a même été interdit d'y participer pendant le Covid. On est arrivé à l'extrême. Hein. Les gens pouvaient plus enterrer leurs morts. On voulait même plus le voir. On pouvait même plus voir les gens malades. C'est encore actuellement le cas dans les hôpitaux. Hein. Interdiction de visite. Interdiction qu'on bafoue, je vous le dis, et qu'on foule aux pieds bien volontiers. Hein. Parce que là, les gens, ils ont besoin de leur famille. Hein. Voilà. Moi, il n'y a aucun doute. En tant que médecin, voilà, je ne respecte pas cette interdiction-là. Les gens en réanimation ont besoin de leur famille. Les familles ont besoin de voir la patient. Point à la ligne. Il n'y a aucune autre considération à mettre dans la balance. D'autant plus que ça n'est pas Ebola, qu'on est tout à fait capable d'isoler correctement les gens, de leur faire se laver les mains, mettre une blouse, mettre un masque canard, un petit chapeau, et ça va, ça se passe très bien, quoi. Donc c'est un truc, une espèce de bouclier administratif que prend l'administration des hôpitaux pour dire ah ben non, c'est pas notre faute. Hein. S'il y a des transmissions dans l'hôpital, c'est pas nous. Mais pas vivre avec des gens qui passent leur temps à se couvrir contre le risque juridique. Pas ça la vie, pas ça le soin non plus. Donc sur la mort, moi je suis confronté tous les jours en fait dans mon métier. Hein, ça fait partie de la réanimation et c'est jamais simple en fait. Et on a essayé de l'évacuer, mais elle revient par la grande porte quoi. Là, elle vient frapper avec sa faux habillée en noir et elle dit au fait, vous allez mourir. Je crois que c'est très sain parce que ça nous permet de réhabiter le présent de manière beaucoup plus dense et ample. Euh, Qu'est-ce que je peux en dire de plus? C'est que je crois que ça nous convoque aussi à établir le curseur entre la sécurité et la liberté. Est-ce que on veut être libre,
mais comme le loup de La Fontaine. Vous vous souvenez dans Le Chien et le loup, hein, vous relirez la fable si vous vous en souvenez plus. Et il y a un chien bien gras, mais qui vient voir un loup qui est tout hâve, tout pelé, qui court dans les champs à la recherche de quelque chose, quoi. Et il lui dit, mais viens avec moi, viens à la ferme, t'auras à manger tous les jours, hein, t'auras plus besoin de courir, là, voilà. Et le loup est bien alléché, bien tenté. Au bout d'un moment, il voit des marques, là, sur le cou. Et il voit le collier, en fait, du chien. Il dit, c'est quoi, ça? Oh, rien. Quoi, rien? Bah, un petit quelque chose. Ah, un gros quelque chose, en fait. La marque de sa servitude. Le loup s'enfuit et court encore. Voilà, c'est ça qui est marqué. Donc le loup préfère des conditions de vie plus rudes, mais être libre. À choisir ce que vous voulez être. Est-ce que vous voulez être le chien bien gras, mais avec son collier, qui pourra tirer que jusqu'à 1,50 m de sa niche, avec la chaîne qui va vibrer à chaque fois que vous voudrez aboyer sur quelque chose? Ou est-ce que vous voulez être le loup qui court, libre, et en meute, avec les autres, avec des gens que vous aimez? Le chien, il est tout seul. Voilà. Donc c'est ça que je pourrais dire, hein. C'est un curseur à la fois individuel et collectif qu'il faut placer. Je crois qu'il y a une partie de la génération. Alors chaque fois que je dis ça, je me reprends des mails dans la foulée, des coups de téléphone, voire même des lettres parfois, disant mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais je crois qu'il y a quand même dans l'idéal de la génération baby boomer. Et tous les baby boomers sont pas pareils, je suis d'accord. Il y a des gens qui ont cherché la liberté, tout ça. Mais il y a une partie qui a grandi dans les 30 glorieuses, dans un niveau de confort et de croyance dans le progrès qui confine à la religion. Et dans la croyance que le progrès allait pouvoir nous affranchir de la mort. Et c'est l'idéal transhumaniste, qui est porté par des gens qui, en fait, sont sauts 19e siècle. C'est-à-dire, si on devait y réfléchir, euh, les jeunes, ils diraient, mais ils sont complètement out, quoi. Les Laurent Alexandre et les Attali, ils ont une vision du monde qui est poussiéreuse, en fait. Complètement poussiéreuse. C'est pas le futur, quoi. C'est le futur, il dit Philippe Guillemant. C'est le futur qui est foutu, quoi. C'est pas celui-là qui va avoir lieu. C'est un futur où finalement vous auriez un monde tellement bien rodé, où tout serait algorithmique. Ça rejoint un philosophe qui s'appelle Hobbes, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Léviathan. Et dans le Léviathan, il décrit une gouvernementalité algorithmique qui serait comme, et il le dit pas comme ça lui, mais il dit qu'il serait comme un mécanisme d'horlogerie. Il le compare à un mécanisme d'horlogerie où tout serait bien rodé. La taille des rues, la taille des immeubles, la taille des les marchandises qui circuleraient, etc. Il y aurait plus de heurts, jamais. Ce serait parfait. Sauf que vous seriez plus libre. Vous seriez dans une société automatique, un monde automatique, une voiture automatique, un miroir automatique qui vous donne l'image que vous voulez voir, une télé automatique qui vous fait voir ce que vous avez envie de regarder. Elle connaît vos désirs avant vous-même. Un téléphone portable qui vous connaît mieux que vous. Vous allez parler de ça avec des amis, il vous donne déjà la réponse. C'est Siri. Ok, ce rêve-là, c'est le rêve néolibéral, transhumaniste de la Silicon Valley. Mais voilà, pour moi, c'est un idéal qui est daté et qui doit maintenant laisser la place à autre chose parce que ça n'unifie pas un nous. Ça pourrait éventuellement satisfaire un individu pour le rassurer contre la peur de la mort et la peur de la contingence de l'existence et de la souffrance. Ça pourrait le rassurer éventuellement à son échelle individuelle, d'avoir des caméras partout, un maximum de un maximum de sécurité, une assurance pour aller pisser, un casque pour dire bonjour à son voisin, une triple souscription sur sa carte neige pour être sûr qu'il y a de la neige et que sinon il fera rembourser les skis. Voilà, tout est sous contrôle, hein. Voilà. Mais à la fin, c'est un monde où vous vivez plus, quoi, où il se passe rien, et surtout, ça, à la limite, bon, c'est un argument, chacun pourrait avoir sa vision des choses. Mais surtout, c'est un monde où il n'y a pas de nous. Pourquoi il n'y a pas de nous? Parce qu'il n'y a plus d'aspiration collective ensemble. Il n'y a plus rien qui nous tient ensemble de manière positive et collective. Parce que finalement, tous vos désirs sont comblés tout seuls. Vous pouvez même avoir une machine à vous faire l'amour. Vous n'avez plus besoin des autres. Bah, cette société de la pignole éternelle, on dit comme ça à Marseille, de l'autosatisfaction éternelle, en fait, elle vous rend seul et absolument seul. Or, l'humain, et c'est un donné fondamental qu'on redécouvre avec cette crise, est un être social, est un être de lien,
un être de partage et un être d'amour. Quelle découverte! On a attendu 2020. Hein. Donc là, il y a toute une génération qui, d'un coup, vacille. Ah bon? Mince, je pouvais pas tout faire tout seul. Je ne suis pas tout puissant. Donc c'est la fin du rêve démiurgique nietzschéen, du surhomme autoréalisé. C'est la fin du transhumanisme. C'est la fin du New Age, qui est la même idée. Hein. Je suis autoréalisé de neuf à chaque instant. Il n'y a que moi qui compte. C'est la fin de l'indifférenciation ultime dans tous les champs du monde. Pour revenir à l'idée que bah oui, nous sommes des êtres fragiles et ce qui va nous aider dans cette fragilité, c'est d'être en lien avec les autres. Voilà la réponse que je peux vous faire sur une société qui aboutirait au maximum de sécurité. Je crois que les gens doivent juste regarder dehors. Ils vont s'en rendre compte. À Marseille, je vous l'ai dit en off, mais je le redis publiquement. À Marseille, aujourd'hui, la campagne de publicité qui est placardée sur les murs, c'est des photographies des caméras de surveillance et du conseil départemental qui dit, et puis d'autres photos des policiers municipaux avec leurs gilets pare-balles et leurs armes, et qui dit votre sécurité est notre priorité. Vous avez l'impression d'être dans un film de science-fiction, et pourtant c'est en train de se passer. Donc le bout de ce truc-là, là, de la sécurité, qui est votre priorité, c'est ça. Des caméras de surveillance partout, des gilets pare-balles, un pass vaccinal. Bonne chance dans ce monde-là. Et est-ce que vous avez un message d'espoir pour conclure sur une note positive à faire? Ouais, là c'était pour juste poser le cadre. Mais oui, bien sûr, cette crise, elle est là pour nous éviter ça, pour faire que ceux qui doivent le boiront jusqu'à la lie. Parce qu'ils n'ont pas compris. Il y a des gens qui ont compris il y a 50 ans, qui sont partis dans le Larzac. Il y a des gens qui ont compris il y a 10 ans. Il y a des gens qui ont compris il y a 1 an, comme moi. Il y a des gens qui ont compris il y a 2 semaines, quand ils se sont dit, mais attendez, le pass vaccinal, le QR code, mais attendez, c'est les complotistes qui nous parlaient de ça il y a 1 an, quoi. C'est marqué dans le projet européen. Ah ouais, bah, waouh. En fait, c'est le projet, quoi. C'est notre projet. Bah ouais, vous avez compris maintenant. C'est notre projet. Et donc, comme vous avez compris, ça y est, il est temps de secouer le joug. Et en fait, ça tient à rien. Ça tient à rien qu'à dire non. Et dire non, c'est très très puissant. Parce que rien ne peut l'arrêter, en fait. Il s'agit juste de dire non. Et pour dire non, pour que ce soit efficace dans la matière, il faut le dire à plusieurs. Parce que si vous êtes tout seul, vous allez vous faire piétiner sous la botte du pouvoir. Hein. Donc, quel est l'impératif? Se mettre en lien. Tiens, c'est exactement ce que cherchait à détruire le pouvoir. C'est exactement ce que Machiavel avait avait dit, que pour conserver le pouvoir, il fallait détruire le lien, il fallait séparer. C'est exactement ce que fait le diable dans son acception étymologique. C'est celui qui sépare. Diabolos. Bolain, c'est le mouvement. Dia, c'est les mouvements séparés. C'est celui qui sépare. Diabolos. Celui qui divise. C'est ce que font en permanence les médias. Vous êtes islamo-gauchiste, vous êtes d'extrême droite, vous êtes ci, vous êtes Floyd, vous êtes machin. Vous êtes en permanence. Ils cherchent à vous séparer les uns des autres. Bah, ça y est, c'est un impératif qui est donné de trouver ce qui nous relie, ce qui nous met en lien. Et le Covid, c'était pareil. C'est ce qui vous séparait, quoi. Fallait avoir une distanciation sociale. Faut plus parler, faut avoir peur de l'autre. Mais en fait, là, il y a un craving des jeunes pour faire des fêtes en loose day dans leur appartement. Il y a une attente de rencontres très importante. Les gens, ils écrivent à Info Covid, ils disent merci, on se sentait seul. Heureusement que vous êtes là, en fait. Ça y est, on est en lien. Et c'est la première des raisons d'être, dans nos 4 raisons d'être. Mettre en lien tous ceux qui veulent agir pour une politique sanitaire juste et proportionnée. Et en fait, le projet, c'est que ça devienne notre projet, pour le coup, et notre projet à nous tous, c'est que ça devienne un autre monde. Un autre monde, mais un autre monde. Et où la première raison d'être, ce sera peut-être mettre en lien tous ceux qui veulent un monde ensemble. Donc, c'est en train de se passer, et bah, il y a qu'à, quoi. Ça veut pas dire que ça, il y a pas de travail, hein, mais c'est en train de se passer, quoi. Et donc, je peux vous dire que le pouvoir le sent, je peux vous dire que tout le monde le sent, qu'il y a une impulsion inarrêtable derrière
Réinfo Covid, mais pas que Réinfo Covid. C'est derrière cette idée de la non-violence, cette idée de la paix, cette idée de la joie, c'est de la vérité, quoi. C'est inarrêtable, en fait. C'est simplement inarrêtable. Et moi, je peux vous dire, je compte pas être arrêté, quoi. Et personne de tous ceux qui sont avec nous. Merci beaucoup, Louis Fouché. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de la nature autour de nous, du monde. Et éteignez la télé, éteignez votre portable, sauf pour appeler les gens que vous aimez. Reprenez contact avec le réel, avec la beauté, avec les arbres, avec l'autre, de le toucher même, et avec vous-même d'abord. Parce que je crois que c'est la première chose qu'on a à faire, c'est de se reprendre contact avec nous-mêmes pour être en paix à l'intérieur, pour être déterminé à l'intérieur, pour déterminer ce qu'on veut vraiment à l'intérieur, pas imposé par d'autres. Et ensuite, se mettre en action, se mettre en mouvement pour le faire. Et pour se mettre en mouvement, moi, ma proposition, en tout cas, en tant que médecin, c'est d'aller dans la non-violence, en fait. C'est d'aller dans le soin, de se dire que l'autre, il va dans le totalitarisme, dans le raidissement, parce qu'il a peur, parce qu'il est traumatisé. Et qu'en fait, ça, c'est pas en lui mettant d'autres peurs que vous allez réussir à le sortir de ça. C'est pas en allant être en guerre contre lui que vous allez faire ça. La guerre, c'est l'annihilation de l'ennemi. Quand il n'y a plus personne en face. Moi, je suis pas en guerre. Je suis dans un combat. Et un combat non violent. Et un combat, c'est quoi? C'est mettre les mains sur le kimono du gars d'en face et accepter qu'il mette les mains sur le vôtre. Et là, commencer à voir ce qui va se passer. Et commencer, en fait, à la fin, à danser. Et laisser l'autre s'effondrer dans son vide. Donc, bah voilà, on est dans une sorte d'aïkido où, quelque part, il y a un côté thérapeutique pour l'autre. Et donc, prenez soin des gens que vous aimez, mais prenez soin des gens que vous aimez pas. Et de ceux qui crient, c'est eux qui en ont le plus besoin au fond. Et là, moi, je suis vraiment sincère. Je pense il y a besoin de beaucoup de douceur, beaucoup de patience, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance pour réussir à amener les gens à regarder en face ce qui est en train de se passer et ce qu'ils peuvent en faire, surtout, d'assez merveilleux. Parce que si on voulait revenir à la vie d'avant, mais ce serait hyper triste que la crise, elle reviendra pareil, plus forte, dans 5 ans. Et donc, il faut pas revenir au monde d'avant. Et il faut pas aller au futur qu'on nous propose. Il faut aller vers autre chose. Il faut casser les murs du labyrinthe et sortir par une autre sortie. Voilà mon message de la fin. Merci.